Alors, Taha Bouafs, expliquez-nous quel est votre métier de journaliste. Le métier de journaliste, pour moi, mon sens, c'est raconter des histoires. C'est aller sur le terrain, je filme. J'essaie d'être dans le moment où ça se passe, dans la brutalité aussi de la rue, du conflit. Vous êtes né en Algérie, vous avez grandi ici en France. Quel lien, quel rapport vous entretenez avec l'Algérie? Comme vous venez de le dire, c'est mon pays d'enfance. Je suis lié de façon extrêmement forte avec l'Algérie. Merde, quand même! C'est le pays de mes parents et de mes grands-parents. Et là, maintenant, je vais devoir te détruire. Je suis vraiment désolé, mais en fait, tu cherches. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était « Ceux qui ne sont rien » de Taha Bouafs. Et comme j'avais pas envie de me taper cette purge tout seul, pour une fois, je suis accompagné du Hussard de la chaîne du même nom, une très bonne chaîne qui parle de littérature avec des grosses punchlines, et je vous encourage vivement à aller y faire un tour. Vous trouverez d'ailleurs le lien en description. Alors le titre du livre est une référence à la célèbre phrase de Macron. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. En gros, Taha Bouafs considère que ceux qui ne sont rien, ce sont les immigrés et descendants d'immigrés, et pendant tout le livre, il va vraiment rester dans cette optique totalement autocentrée. Déjà, il faut savoir que les grands-parents de Taha Bouafs ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie. Alors ça doit quand même leur faire assez mal de constater que les Algériens, aussitôt l'indépendance acquise, se sont dirigés en masse chez l'ancien colonisateur. Et on comprend rapidement que Taha Bouafs est très attaché à son identité algérienne, qu'il fantasme d'ailleurs énormément, puisqu'il a dû quitter ce pays à l'âge de 4 ans, sans jamais préciser pourquoi d'ailleurs. Il préfère cracher sur la France, qui lui a pourtant offert une qualité de vie incomparablement supérieure à ce que l'Algérie aurait pu lui offrir. Sa mère, qui a obtenu une licence en mécanique des fluides, n'a pas pu trouver de travail là-bas. Alors est-ce qu'il va reprocher à l'Algérie de ne pas avoir pu fournir de travail à sa mère ? Non, bien sûr que non. Il va reprocher ça à la France, bien sûr, en soupçonnant à demi-mot un certain racisme d'État. Et c'est franchement écœurant quand on sait que l'Algérie est ni plus ni moins que l'un des pays les plus racistes au monde. Si son amour pour l'Algérie était aussi fort que sa haine de la France, ça ne fait aucun doute qu'il n'exercerait pas ses talents de journaliste militant en France, mais bien en Algérie, un pays qui se pose quand même beaucoup moins de questions sur les violences policières. Mis à part ça, on apprend que Taha Bouafs passe son temps libre à regarder des clips de rap dans des bars à chicha où il dépense un pognon de dingue. Mais l'événement qui va vraiment changer sa vie, c'est la manif contre la loi El Khomri en 2016, où il va balancer des slogans antiracistes alors que ça n'avait littéralement aucun rapport. Et ce côté monomaniaque ne va jamais vraiment le quitter. Quoi qu'il se passe, ce sera toujours à cause d'un racisme d'État. Et c'est aussi à ce moment-là que son engagement politique et sa haine du pays vont donner un sens à sa vie. Il va continuer la même année avec Nuit debout, où il va davantage se politiser, c'est-à-dire qu'il va ingurgiter le jargon du marxisme culturel, dominant-dominé, patriarcat, suprématie, etc. Et puis il va apprendre la mort d'Adama Traoré. Et bien entendu, jamais il ne va qualifier Adama Traoré de ce qu'il est, c'est-à-dire un délinquant multirécidiviste, un criminel et un violeur. Tu es une petite racaille de merde, tu sens l'huile essentielle de KFC. Alors, il procède dans la version classique, il faut défendre les délinquants et les criminels et s'en prendre à ceux qui maintiennent l'ordre. En 2018, il va relayer un faux témoignage pendant les événements de Tolbiac, ce qui va énormément le décrédibiliser. Mais une semaine plus tard, il va aussi filmer Alexandre Benalla qui frappe un jeune homme. Et ça va être la première grosse affaire à laquelle aura affaire Macron. Et en 2020, il finira par obtenir une carte de presse et devient donc officiellement journaliste. Bon alors le journalisme selon Taha Bouafs, c'est quand même un concept assez particulier. Tout son livre, notre clampin le passe à citer des affaires où l'État français aurait asmaté sans vergogne des pauvres immigrés qui n'avaient rien demandé. Bon, du calme, ne rigolons pas tout de suite et prenons quand même le temps de regarder un exemple. En juillet 2018, notre Gus était à Nantes, dans le quartier du Breil, un de ces dieux qui respire tellement le vivre ensemble et la tolérance qu'on dirait l'antichambre du Mordor sur Terre. Et qu'est-ce qui emmenait Frodon Bouafs là-bas? Bah la mort d'un jeune garçon, Aboubacar Fofana, tué lors d'un contrôle de police. Bon alors déjà on va passer sur le fait que ce contrôle où les flics ont objectivement merdé représente une goutte d'eau dans l'océan des statistiques
terroristique où ceux qui produisent des violences n'ont généralement ni matraque ni carte de police, et on va se concentrer sur le principal. Pourquoi ce malheureux Aboubacar Fofana a-t-il été contrôlé? Bah je vous le donne en mille, la police le recherchait depuis 15 jours pour des faits de vol en bande organisée et recel. Joli CV. Et il a d'autres références? Attendez, voyons un peu. Vol par effraction, menace de mort, vol en bande organisée, association de malfaiteurs. Tout un programme. Ça fait beaucoup là, non? Bon alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La mort de ce jeune garçon est tragique et le policier a effectivement merdé. Simplement, prenons 2 secondes pour contextualiser le bousin et on verra que si le mec s'est fait Gilbert Ted, c'est pas parce qu'il avait pas dit bonjour, mais parce que c'était un turbo délinquant qui jouait sa vie comme une partie de GTA à 3 étoiles avec le mode piéton armé activé. Et ça n'excuse rien, mais ça explique beaucoup. Et tout le livre est comme ça. Je vais pas vous reparler de l'inénarrable Adama Traoré, le quintuple champion du monde option code pénal en bandoulière, dont le casier judiciaire obèse rivalise de lourdeur avec celui de Sarkozy, avec d'innombrables condamnations pour recel, violence volontaire contre les forces de l'ordre, outrage, extorsion avec violence, menace de mort, conduite sans permis, usage de stupéfiants et vol à la roulotte. Ouais, vol à la roulotte. Le mec a même piqué le boulot des gitans du coin, c'est dire. Et encore, on pourrait continuer en embrayant sur El Famoso Fourchette Gate, le moment où Adama a braqué son codétenu en zonzon avec une fourchette pour le violer. Voilà. Donc ces genres de mecs-là, ce sont les amis de Taha Bouaf, ceux dont il fait ses compagnons de lutte et qui incarnent pour lui le phare de l'humanité. Ça laisse songeur, bordel. Ah ça, pour fantasmer l'immigré comme un agneau doux et bienveillant, il y a du monde. Pour les nuances, en revanche, notre clampin, il est sur répondeur. Ce Gus, quand on y pense, c'est pas vraiment un journaliste, c'est plus un genre d'opticien. Je m'explique. Si tu lis ce mec en toute bonne foi, en essayant de croire ce qu'il te raconte, ni une ni deux, il va t'enfiler ses lunettes avec le petit filtre déformation sociologique qui va bien, et tu ne verras plus le monde qu'en fonction du prisme hypothétique selon lequel les flics français, l'État français et les Français en général d'ailleurs sont racistes, tandis que les immigrés et leurs descendants sont tous de pures brebis qu'aucun péché ne souille. Ouais, pas sûr que vous puissiez y voir clair avec ça. Alors bien sûr, plein de gens ne croiront pas ce que raconte Taha, et ils auront raison. Mais ça, c'est pour ceux qui accordent encore un peu de place au jugement et à l'esprit critique. Pour la France insoumise, en revanche, bah ça sert bien à leur intérêt un truc pareil. Leur agenda politique, il repose tout entier sur des mecs comme Taha Bouaf. Et c'est là que tu comprends que son vrai combat, bah il est politique. Ce livre, c'est finalement rien de plus qu'une définition de l'islamo-gauchisme. Taha Bouaf se définit avant tout comme un Algérien. Il fait très souvent référence aux anciens de l'Algérie, à ses ancêtres. Mais avant tout, il se définit comme musulman. Alors on entend souvent ce cliché, cette phrase toute faite « Oui, vous voulez renvoyer les musulmans chez eux, mais ça n'existe pas, la musulmanie ». Sous-entendu, les musulmans sont chez eux partout, parce qu'il est vrai qu'ils attachent toujours plus d'importance à leur appartenance religieuse plutôt qu'à leur appartenance nationale, à leur pays d'origine. Et c'est justement ça qui fait leur force. Leur identité n'est pas tellement liée à une terre, mais bien à une culture, à une religion. Et en ça, l'islam, ce n'est pas un élément qui peut s'additionner à la culture française, mais uniquement prendre sa place. Et à gauche aussi, il y a un sentiment d'appartenance qui n'est pas lié à une culture, à une terre, mais à des idées, justement. À un idéal universaliste, principalement. Et c'est en ça qu'il y a pu y avoir une convergence des luttes, comme on dit, entre l'islam et la gauche morale. Le problème, c'est qu'elle est totalement unidirectionnelle, cette convergence. Si la gauche prône la tolérance, l'amour de l'autre au détriment des siens, l'islam fait tout l'inverse. Le gauchisme, c'est le cheval de Troie de l'islamisme. Et si cet islam finissait au pouvoir, il rejetterait nécessairement toutes les valeurs promues par la gauche. On n'oublie pas non plus que la colonisation a été une entreprise de gauche commise au nom de l'universalisme, justement, sacré paradoxe. Et cette convergence des luttes, elle s'est exprimée de différentes manières, et notamment à travers la fameuse marche contre l'islamophobie, où Taha Bouaf constate avec émerveillement que les musulmans, les juifs, les cathos, les athées peuvent s'organiser ensemble pour ce genre de cause. Mais il ne se pose pas la question de « a-t-on déjà vu des musulmans se déplacer contre la christianophobie en France ?» Ou plus simplement « a-t-on déjà vu des musulmans se déplacer pour autre chose qu'eux-mêmes ?» D'ailleurs, un point qui interpelle pas mal quand on lit son livre, c'est que toutes les luttes sociales qu'il mène sont systématiquement en faveur de personnes racisées, comme on dit. Et donc, même ces luttes sociales passent avant tout par un filtre racial et culturel. On peut aussi mentionner ce qu'il raconte sur les gilets jaunes, dont il dit « Les gilets jaunes, souvent des blancs de province qui n'avaient jamais été confrontés physiquement à la police, découvrent la violence de l'État policier. » Alors je sais pas si vous voyez la déformation immonde à laquelle il procède ici, mais il reconnaît quand même sans trop le dire qu'il y avait en fait très peu de diversité parmi les gilets jaunes, ce qui prouve quand même bien que la solidarité est toujours unidirectionnelle. C'est le peuple français vers les populations immigrées et jamais l'inverse. Et surtout, les gilets jaunes ont connu une répression que jamais les quartiers n'ont connue. Quand les cités s'embrasent, l'État baisse son froc. Quand le peuple français se lève, il est réprimé.
Et plus tard dans le livre, Taha Bouaf a aussi cette phrase assez intéressante. Il dit ceci: « Je comprends que militer offre la plus belle des choses, dire nous ». Alors que dire nous soit la plus belle des choses, c'est un avis que je partage avec Taha Bouaf. Mais si ce nous n'existe plus, c'est en très grande majorité à cause du multiculturalisme imposé, justement. Et surtout, s'il y a un nous, c'est qu'il y a un eux, et que donc on se définit aussi par rapport à ceux que l'on exclut du groupe. Et vers la fin du livre, il dit ceci: « Ce voyage en France m'a appris d'où je venais, l'héritage de nos luttes sociales, celle de l'immigration et de l'antiracisme. Il a construit le jeune citoyen français que je suis aujourd'hui. Oui, citoyen français, n'en déplaise à ceux qui voudraient nous faire croire le contraire. » Mais là, il parle d'une France qu'il a commencé à transformer, à dénaturer, à déconstruire pour la faire correspondre à ce qu'il attend d'elle qu'elle soit. Et ce n'est pas ça, l'amour. Parce que la France, il ne la connaît pas et il ne la connaîtra jamais car tout son socle culturel lui empêche l'accès à cette France. Et aujourd'hui, il se bat pour que plus personne ne puisse jamais la connaître. Il ose même dire ceci: « Si je critique ce pays, c'est pour le faire avancer, pour l'améliorer, pour l'embellir. Mais non, mon petit Bouaf, c'est faux. C'est pour le dénaturer, l'anéantir, le transformer à ton image parce que tu le hais. Pour toi, la France n'est qu'une terre à conquérir parce que tu n'es ému que par un besoin de vengeance. Pour toi, débarrasser la France de son histoire, de sa culture, c'est presque lui rendre service. D'ailleurs, dans ton livre, tu ne dis jamais « j'aime la France ». Tu dis « je suis français ». Tu imposes, tu soumets, tu prends et tu ne rendras jamais rien de ce que la France t'a offert. Et si tu te reconnais si bien dans la gauche actuelle, c'est parce qu'elle a déjà très largement détruit les fondations du pays, et tout ce que tu espères, c'est qu'une fois qu'il se sera totalement écroulé, le nous dont tu parles pourra y installer l'islam. Ce qui est incroyable avec Taha, c'est son acharnement à vouloir te faire croire que son combat entre guillemets antiraciste a quoi que ce soit à voir avec la défense des Français les plus pauvres. Bah toi, comme t'es un gros droit tardé, si, nie pas. Je te vois. Tu crois naïvement que Bouaf, c'est un banal islamiste genre Loukoum Bellatar Sosobono. Bellatar, là, c'est pareil, l'autre énorme Loukoum dégueulasse. Le menu classique, quoi. Mais en fait, pas du tout. Ah non. Taha, à l'en croire, c'est Che Guevara. En fait, le mec, si tu l'écoutes, il se présente comme un putain de croisement entre Jean Jaurès et Martin Luther King. C'est quand même beau le storytelling. Parce que, soyons clairs, la seule chose que Taha a en commun avec Rosa Luxembourg, ce sont sûrement ses mains d'intellectuels inaptes à porter des cartons de plus de 2 kilos. Alors pour les lourds mineurs de Germinal, bah tu repasseras. Déjà, on voit tes mains dans ton clip, tu as des mains de femme, en fait. Ça, c'est problématique, si tu veux. En fait, notre Gus, il a un logiciel bien buggé dans la tête. Une genre de boucle qui repose sur l'équation suivante. Immigré égale victime des méchants français racistes égale pauvre. Ce qui est commode avec cette vision borgne des choses qui ne tient compte ni des agriculteurs sans le sou, ni des ouvriers dont la moitié du SMIC par chaque mois en essence, bah c'est que t'es sûr d'être le gentil. À partir du moment où le monde se divise en deux catégories bien étanches. D'une part les riches, les blancs, les racistes et les violents. L'horreur, quasiment le nazisme. De l'autre les immigrés, les arabes, les musulmans, les pauvres et les victimes, bah y a plus de discussion possible. Soit t'es avec le front commun des damnés de la terre, soit t'es une ordure. Et tant pis si soutenir les pauvres, du coup, ça devient s'acoquiner avec les racailles et les indigénistes. Et bim, voilà le piège dans lequel est tombée toute la gauche mélanchoniste. Alors bien sûr, le starter pack de l'islamo-gauchisme, en plus des invectives, des menaces et de la petite taquilla qui va bien, il n'exclut pas quelques bonnes vieilles dissonances cognitives des familles. La moindre d'entre elles, je crois, n'est pas la propension de l'ami Taha à remplacer tous les noms communs qu'il peut par des noms de marques. Paye ton apôtre de l'anticapitalisme, bordel. Et oui, dans le petit monde postmoderne de Monsieur Bouafs, y a pas d'écouteurs mais des AirPods, pas de chaussures à talons mais des Louboutins, pas de basket mais des Air Force One. Le mec, c'est une putain d'influenceuse en vrai. Il est à deux doigts de défiscaliser ses droits d'auteur à Dubaï, je le vois. Vous croyez qu'il va sucer des chameaux comme les influenceuses de Bruno le Salé? Bref, Taha Bouaf se revendique comme un soutien des gilets jaunes. Perso, je demande à voir, parce que chez lui, tout doit d'abord valider les codes de son combat antiraciste. Alors le prolo qui peut plus payer ses factures, je me doute qu'il s'en tamponne les baloches. Et il l'avoue lui-même à mi-mot dans son bouquin. D'abord, il a commencé par dire que les gilets jaunes étaient des turbo-racistes, puis, quand il a vu que le truc prenait et que du même coup, ses concertos habituels en Jérémiade mineur featuring l'équipe Fourchette ne faisaient plus ça le comble, bah il s'est dit qu'il était temps d'investir bordel. Mais n'allez pas croire que le type en a quoi que ce soit à foutre du malheur de Ghislaine, 58 ans, qui paye son plein 100 € et se nourrit au Lidl depuis 20 berges. Ah non, tout ce qui l'intéresse, Taha, c'est l'attention. Pour rester sous les feux des projecteurs, il est prêt à tous les coups bas. Mais surtout, ne vous y fiez pas. S'il est de gauche, moi je suis le rappeur Made in. Alors oui, il s'affiche tant qu'il peut avec des employés en grève, des femmes de chambre sous-payées et des intérimaires de Chronopost. Mais ces gens ne l'intéressent que parce qu'ils lui permettent de mettre en avant ses marottes d'état raciste et ses combats avec la team indigéniste. D'ailleurs, quand il soutient les manifestations des gilets jaunes, Bouaf ne se mêle pas au cortège général. Ah non, Berk, hors de question. Il risquerait de comprendre les Français. Non, Monsieur Bouaf, lui, il manifeste avec le collectif Adama. Et pendant ce temps, juste pour rappel, le pauvre Gus qui proteste contre Macron, lui, il en a rien à foutre du multirécidiviste Adama Traoré. Mais peu importe
ouverte pour Taha. Faut que lui et sa clique ramènent leurs fraises. Ce type n'a pas soutenu les gilets jaunes, il les a noyautés. Et ça, c'est insupportable tout au long de son bouquin. On peut pas juste parler 2 minutes des pauvres, des magouilles de Macron et des carabistous de la finance. Faut toujours que l'auteur vienne te retartiner sa mélasse dégueulasse d'indigénisme sur le pain rassis de l'antiracisme. Alors écoute-moi bien, Taha Bouafs. Les pauvres ne se reconnaissent pas en toi, ne sont pas dupes et n'en ont rien à foutre de ton comité Adama quand le plein d'essence coûte un rein. Ton alibi anticapitaliste, personne n'y croit et tu peux raconter le contraire à longueur de bouquin, on s'en balance de ta taquilla Eco Plus. Affaire suivante. Ok, 2 ans ferme. Bon, les gars, vous l'avez compris, ni l'ami Modin ni votre humble serviteur n'ont été bien convaincus par les pénibles pleurnicheries de Taha. En général, j'ai un peu tendance à chercher ce qui peut être sauvé dans chaque texte, mais là, y a franchement rien quoi. Et je vous parle même pas du style, qui aussi entre le mauvais journalisme et le militantisme inclusif éclaté au sol, en remplaçant toutes les occurrences de ceux par celles et ceux, ce qui alourdit à mort des phrases déjà bancales. Alors du coup, si vous voulez un peu de littérature stylax pour relever le niveau après cette purge, faites comme Modin, venez vous abonner à la chaîne du Hussard, le lien est en description. Allez, venez, on est bien. Mais juste avant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. C'est très important ça. Et surtout, n'oubliez pas, un bon livre... Je traverse la rue, je vous en trouve